Merci à tous, merci à Frédéric et à toute l'équipe qui a préparé cette session et toutes les autres sessions qui ont l'avantage de faire tourner ce village, cette ville, ce pays ailleurs à l'heure des femmes. Et c'est tant mieux pour nous. Et avec des sujets qui, très souvent, ont un écho avec l'actualité. Alors, je vais commencer par 2 citations qui vont vous montrer le basculement de cette femme. 1913. Voilà ce qu'écrit Valentine de Saint-Point. La luxure est une vertu incitatrice. La luxure, qu'on cesse donc de bafouer le désir. Cette attirance à la fois subtile et brutale de 2 chairs, quel que soit leur sexe, 1913, de 2 chairs qui se veulent, tendent vers l'unité. Qu'on cesse de bafouer le désir en le déguisant sous la défroque lamentable et pitoyable des vieilles et stériles sentimentalités. La luxure est une force, parce qu'elle affine l'esprit en flambant le trouble de la chair. 1913. 15 ans plus tard, l'Europe meurt. L'Europe meurt parce qu'elle n'a plus de foi spirituelle. Est-ce qu'une civilisation aussi industrielle et scientifique qu'elle est, que peut-elle être sans la connaissance et la spiritualité? Qui est donc cette femme dont les écrits sont complètement, d'après ce qu'on voit, contradictoires? En fait, il s'agit du parcours d'une vie. C'est la vie de Valentine de Saint-Point. Je me suis dit, si je vais me mettre à vous la raconter, ça prendra 24 heures. Et je ne veux pas faire la Scheherazade. Scheherazade a versé dans tout, vous l'aurez remarqué, sauf dans la mystique. Et c'est peut-être une bonne chose. Mais Scheherazade est un personnage que je n'apprécie pas beaucoup. C'est une femme qui a souvent raconté pour amuser la gente masculine, et souvent la nuit, donc ce n'est pas vrai. Et elle nous a jamais raconté sa propre vie ni son propre corps. C'est pour ça que je lui en veux. Donc je vais essayer de faire les choses brièvement et vous lire, pour commencer, une sorte de notice biographique, parce que Valentine de Saint-Point est malheureusement très très peu connue. C'est pour rendre hommage à cette étonnante arrière-petite-nièce de Lamartine que Clément Ledoux, qui admirait secrètement sa beauté, son intelligence et son libertinage, avait choisi le pseudonyme de Valentine de Coin-Coin pour signer la célèbre chronique du Canard enchaîné. Mais qui, à part quelques admirateurs isolés, les spécialistes du futurisme, ou de Ricciotto Canudo, qui a inventé le mot 7e art pour le cinéma, connaît aujourd'hui cette femme presque mythique, aussi passionnante qu'extravagante, élevée à Mâcon, pas très loin, dans la religion catholique, et morte en Égypte, dans celle de l'islam. Son œuvre considérable est actuellement injustement oubliée, voire méconnue, difficile à trouver. Les bibliothèques françaises n'en possèdent que peu de volumes. Son patrimoine littéraire et artistique conservé au Caire par des héritiers fondamentalistes et d'un accès très difficile. L'intervention de chercheurs, tant au CNRS, à Paris qu'en Italie qu'aux États-Unis, reste balbutiante, et pour cause, car Valentine de Saint-Point fut d'abord et incontestablement l'un des meilleurs chefs de file de l'avant-garde artistique et littéraire entre 1905 et 1914 et qu'on a ignoré. Auteur de 5 recueils de poésie, de 6 volumes de prose, auxquels s'ajoute un drame représenté au Théâtre des Champs-Élysées, joué par Charles Dulin, des recherches sur la danse, une création chorégraphique en 1913 à la Comédie des Champs-Élysées et en 1917 au Metropolitan Opera House de New York. Valentine de Saint-Point donne aussi des conférences, collabore à des articles de nombreuses revues. Les accents modernes, surréaliste avant la lettre, de ses romans, ses manifestes futuristes. Elle était l'égérie de Marinetti. Classée parmi les revendications féministes les plus subversives, l'avant-garde de sa tentative chorégraphique appelée métachorie en firent pour certains une annonciatrice et pour d'autres la figure de proue de l'immoralisme. La première fois où j'ai vu le comte de Noblet, qui est donc un descendant de la famille Lamartine, et il m'a dit, quand on entend parler ou prononcer le nom de Valentine de Saint-Point, on fait le signe de la croix.
La grande beauté de la petite nièce de Lamartine, son anticonformisme affiché, son affranchissement à l'égard des liens familiaux et conjugaux, sa tendance à se présenter dans les attitudes des héroïnes de Barbé d'Aurevilly, sa liaison enfin avec les noms les plus illustres, donnèrent définitivement d'elle l'image d'une femme provocatrice, scandaleuse. On lui prêta plus de passion et d'aventure qu'elle n'eut. On l'enviait beaucoup, on la jalousa. Mais l'avant-garde parisienne lui était acquise. Elle pose pour Mucha, pour Rodin, qui illustre certains de ses livres. Apollinaire et André Salmon commencent ses peintures. Éric Satie, Ravel mettent en musique ses vers. Tous appuient sa candidature à la succession d'Antoine au théâtre de l'Odéon. Stravinsky, Varèse, Manuel de Falla, Baxt, Jacques Villon, Léger, Chagall, Dufy, de Gonzague, les Delaunay, etc. Et voilà la Grande Guerre. Donc là, on en était jusqu'en 1914. La Grande Guerre va définitivement modifier le destin de Valentine de Saint-Point. Elle s'embarque pour les États-Unis, visite le Maroc, où elle se convertit à l'islam, dans des conditions restées mystérieuses. De retour en France, elle tente de créer un collège des élites pour rapprocher orientaux et occidentaux et les préparer à l'idée d'une confédération méditerranéenne. Et là, vous voyez que l'idée méditerranéenne n'appartient pas aux hommes, qu'elle n'a pas été inventée par Nicolas Sarkozy et qu'elle était déjà une idée féminine. Le premier personnage qui pense à créer une fédération méditerranéenne, c'est une femme, c'est l'arrière-petite-nièce de Lamartine. Donc, de retour en France, elle essaye de préparer à l'idée d'une confédération méditerranéenne, mais sa tentative échoue et elle décide de partir pour l'Égypte. Décembre 1924. Elle est aussitôt accueillie par tous les milieux arabes cultivés. Elle prend fait et cause pour le nationalisme arabe, fonde une revue, le Phénix, qu'elle veut un organe de la renaissance orientale islamique, déclare la faillite de la civilisation occidentale et appelle tous les Arabes à créer une confédération, cette fois-ci regroupant les pays arabes et musulmans. Du fait de cet engagement, Valentine est devenue victime du doute, de l'ironie, de l'adversité. Celle qui voulait être le Laurence d'Arabie de la France fut traitée de rêveuse et de sorcière par les Arabes, d'espionne et de traîtresse par les Européens. Elle mourut dans le silence et l'anonymat au Caire en 1953. Et on fut obligé de vendre aux enchères quelques dessins de Rodin pour pouvoir l'inhumer décemment. Chaque fois que j'arrive à cette conclusion, j'ai envie de pleurer parce que c'est tout un dessin de femme qui finit à la fin. On l'appelle la folle du Caire. Voilà donc pour cette vie. Maintenant, on va arriver donc à la deuxième partie. La Grande Guerre a fait en sorte qu'il y ait eu beaucoup de doutes et de désillusions sur la civilisation occidentale. Et donc, plus une attirance vers les préoccupations spirituelles. Les élites d'Europe cherchent maintenant une solution. Je parle d'élites, que ce soit en France, en Allemagne ou ailleurs. Et regardent vers l'Orient bouddhiste, l'Orient musulman, pour y chercher une solution pour le monde, tout simplement. L'élite se divise donc entre partisans de l'Occident et partisans de l'Orient. C'est un peu le choc des cultures, mais inversé, puisque la plupart sont pour la civilisation orientale. Alors, ils se disent comme témoins de destruction de la guerre, voilà ce qu'ils reprochent, d'une crise intellectuelle et morale de l'Occident, du triomphe du matérialisme, et ils sont nombreux à le dire, Paul Claudel, Léon Bloy, Charles Péguy, René Guénon, Maurice Magre et Romain Rolland. Romain Rolland qui dit « Nous sommes un certain nombre en Europe à qui ne suffit plus la civilisation d'Europe. Nous sommes quelques-uns qui regardons vers l'Asie. » Et que dit Valentine de Saint-Point en écho donc à ce discours-là, dans lequel donc elle s'intègre, pour lequel elle prend parti? Elle dénonce la culture de l'égoïsme outrancier, elle qui était pour la race occidentale et le triomphe de l'Occident. Elle dénonce donc la culture de l'égoïsme outrancier, les faux biens périssables, les puissances de l'argent et du sabre, le désespoir des peuples courbés sous le joug de la surproduction industrielle et dégradée, et les puissances de la finance. On se croirait aujourd'hui. Alors,
qu'est-ce qu'elle va faire, Valentine de Saint-Point? Donc, on disait tout à l'heure, effectivement, vous avez une génération nourrie à l'ésotérisme d'une façon générale, à la théosophie d'une façon particulière, mais à une autre obédience dont on parle rarement. Moi, quand j'ai commencé mes recherches, on m'a dit « c'est dangereux, ne rentre pas là-dedans ». Ça s'appelle la synarchie. Il faut aller chercher, voir ce que c'est la synarchie, qui est une sorte de société plus secrète que la franc-maçonnerie, et dont l'inspirateur premier, c'est Saint-Yves d'Alvèdre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « le monde occidental va à la dérive, il faut trouver une solution au monde ». Donc, on cherche à l'échelle du monde, à l'échelle universelle. Et la solution, ce serait quoi? Eh bien, il faut qu'il y ait des élites qui composent une sorte de sages au niveau planétaire et qui trouvent des solutions pour le monde. C'est ce qu'il appellera le gouvernement mondial, tenu donc par des élites de sages et des élites qui sont très éveillées à la spiritualité. Parce que le mot d'ordre, c'est celui-là, c'est la spiritualité. Valentine est là-dedans. Elle est dans la synarchie, elle est dans la théosophie. Et alors, sa première tentative, c'est quoi? C'est réunir les élites d'Occident et d'Orient et réfléchir le monde avec ces élites-là. Elle part à Ajaccio, elle s'installe dans un château que lui prête ou que lui loue le patron du Figaro. Du coup, on dit c'est la maîtresse du patron du Figaro, bien entendu. Et on lui prête un tas de rumeurs parce qu'elle fait venir des orientaux. Bien sûr, pour eux, elle couche avec tous les orientaux qui viennent. Je parle comme ça pour aller plus vite. Et donc, on lui fait une sacrée réputation et personne n'y croit plus. Et donc, elle se dit, voilà, j'ai échoué. Donc, qu'est-ce que je fais? Non pas, je ne jette pas l'éponge, mais je pars ailleurs essayer cette expérience. Donc, elle quitte ce château. C'est actuellement le château de Tino Rossi, pour ceux qui veulent faire du tourisme du côté de la Corse. Donc, le château existe toujours. Et elle part en Égypte. Donc, décembre 24, elle arrive au Caire. Mais auparavant, elle envoie un des adeptes de la théosophie qui sera à l'origine avec elle de la synarchie. Et elle lui dit, on va chercher maintenant les élites en Orient. Donc, ils font le Caire, Alexandrie, etc. Ils démarchent en quelque sorte avec les Arabes. Ils leur disent, on va rapprocher l'islam et la théosophie. Et donc, les deux font des conférences sur la théosophie et s'adressent les cheveux sur les musulmans égyptiens qui disent, mais c'est quoi cette folle qui nous enseigne quelque chose dont on n'a jamais entendu parler? Le Coran, c'est sacré, l'islam, c'est sacré, on ne veut pas l'entendre. Donc, ça ne marche pas non plus. Et là, du coup, elle va prendre une décision qui est autre et elle dit « Je ne crois plus dans les élites occidentales. Maintenant, il va falloir faire la fédération au sein même du monde arabe et du monde musulman. » Et à partir de là, va commencer son activité politique qui va donc la faire traiter d'espionne et qui va, à un moment, les Anglais exigeront de l'expulser du Caire et il a fallu que le Quai d'Orsay intervienne pour qu'on lui dise « mais non, c'est une nièce de Lamartine, elle est rêveuse, elle est folle, laissez-la, etc. » Donc elle fonde une revue et elle commence à lutter avec les mouvements arabes nationalistes. Et elle va en Syrie, elle veut recréer la Grande Syrie et elle veut recréer l'Empire arabe. Exactement comme Laurence d'Arabie, mais qu'elle n'aime pas beaucoup d'ailleurs. Donc, quand elle arrive à ça, et bien sûr, tout ça s'accompagne d'un vrai réquisitoire, il faut le lire, un réquisitoire contre l'Occident. Toute la communauté chrétienne du Caire est contre elle. Toute l'élite francophone est contre elle, parce qu'elle tient des discours qui ne leur conviennent pas. Par exemple, quand elle rencontre la leader du féminisme arabe, d'une façon générale, qui s'appelle Oda Sharawi. Celles qui connaissent l'histoire du féminisme savent que c'est la première femme dans le monde arabe qui a été féministe. Et Oda Sharawi lui dit eh bien c'est bien, je vous donne la revue qui s'appelait l'Égyptienne, vous serez rédactrice en chef. Sauf que Valentine de Saint-Point tient un discours qui ne convient pas du tout à ces femmes qui veulent se libérer, qui veulent sortir du référent religieux, qui veulent devenir des êtres à part entière. Elle leur dit « mais qu'est-ce que vous êtes en train de réclamer par exemple, des maisons pour les vieux, mais c'est pas possible dans un monde arabo-musulman où la famille est sacrée. Pourquoi vous vous détachez de vos traditions locales? Pourquoi vous réclamez un féminisme occidental qui vous coupe de l'islam?
Et donc, c'est un discours, quand on est dans ce monde-là, et à cette époque-là où on veut se libérer complètement, qui ne convient pas. Donc, on la met dehors. Alors, donc, ça se ferme dans les portes de la politique, etc. Elle part en Syrie, elle part en Palestine, et elle essaye de rencontrer les grands chefs du monde arabe et leur dire, écoutez, il faut absolument refaire l'empire arabe et lutter pour qu'il y ait ce qu'elle appelle la race islamique, pour qu'à l'ONU, il y ait une force islamique. Bon, je la soupçonne un peu d'avoir été dans toute cette émergence des frères musulmans et ce qui viendra après. Mais il y avait toute une équipe d'Occidentaux qui était là-dedans. Quand elle part en Syrie, et là j'aimerais vous raconter cet épisode parce que ce n'est pas de rien que partent ces voyageuses. Elles ont toujours un modèle en tête. Et le modèle de Valentine de Saint-Point, c'est une femme qui s'appelle Lady Esther Stanhope. C'est une Anglaise qui, au XIXe siècle, laisse tout tomber en Angleterre et part s'installer en Orient. Et elle est malade dans la mystique absolue et elle se prend pour une prophétesse et elle voyage sur un âne et elle dit « je suis prophétesse » et toutes les tribus arabes l'écoutent et elle pèse sur les alliances entre les tribus, elle les fait passer les frontières, enfin, et elle dit « voilà, je devine l'avenir, vous allez voir, etc. » Et elle fait tout un discours, il faut lire, hein, Lady Stanhope, elle est connue. Lady Stanhope, et puis après, elle aussi, elle voit que ça ne marche pas. Donc, elle rentre dans un village qui s'appelle June, et où elle a un palais, et elle ne bouge plus. June vient d'être bombardée dernièrement, les ruines de ce palais n'existent plus. Donc, à un moment, avec Lady Stanhope, on vient lui dire, il y a un grand poète qui veut vous voir. Le poète en question, c'est Lamartine. Et Lamartine, on lui a dit, il le raconte dans Voyage en Orient, il lui a dit, il y a une femme qui est extraordinaire, etc., il faut aller la voir. Quand il débarque, Lady Stanhope, elle dit non, je refuse de voir des Occidentaux, comme Valentine de Saint-Point, un siècle plus tard pratiquement. Et il insiste. Alors elle dit bon, allez, faites-le entrer. Et Lamartine rentre, elle lui dit déchausse-toi. Il se déchausse, elle prend son pied comme ça dans la main, elle dit ah, mais ton pied est de quelle forme? Dans une autre vie, tu étais musulman. Qui a été arabe et musulman. Et quand Lamartine rentre, il dit « Mais oui, mais je suis sans doute arabe. » Et d'ailleurs, Lamartine, ça veut dire « Allah Martis ». Et Valentine de Saint-Point fait une conférence, d'ailleurs, au Caire, en disant que son oncle était sans doute musulman, qu'il n'a pas pu le dire. Laissons ce côté-là, mais rappelons-nous que Lamartine a été un des plus grands défenseurs de la Syrie. Et donc, il avait sans doute à ce penchant de spiritualité vers l'Orient que son époque peut-être n'a pas permis de dire, et parce qu'il n'a pas été aussi fou, tout simplement, que cette femme qui était sa nièce. Donc, voilà. Alors, elle en arrive là, et donc, toutes les portes... J'ai 5 minutes encore? 5. Oui. Combien? 5. Oui. Donc, oui, non, mais non, parce que, vous savez... En arabe, on dit ce sont des têtes de plume. Je vous dis quelques informations et après, vous allez voir pour la synarchie, pour ce qu'elle a fait pour le futurisme, pour ses manifestes sur la luxure, tout ça, vous verrez dans le détail. Mais voyez comment elle est... Donc après, elle va tout abandonner et elle va commencer à errer dans le désert, où elle va écrire son dernier livre qui s'appelle « La caravane des chimères » et qui est d'une mystique absolue, dans laquelle moi je ne peux pas rentrer. Je ne connais pas vraiment ces mouvements mystiques-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est de l'obédience dans laquelle était René Guénon. Parce qu'à la même époque, s'installe René Guénon, qui a des adeptes jusqu'à maintenant et dans le monde entier. Et lui et Martin Lings et d'autres décident de se couper de l'Occident. Et ils refusent d'ouvrir la porte à un occidental. C'était terminé. Et Valentine de Saint-Point, c'est la même chose. Donc les seules fois elle sort pour aller chez René Guénon. Et donc ils discutent pendant des heures. Ils font des séances de dhikr, c'est-à-dire de psalmodie où on dit le nom du prophète et de Dieu. Et c'est terminé. Et quand elle sort, comment elle gagne sa vie? Eh bien, elle est la première à introduire en Égypte la radiesthésie et l'acupuncture. Et donc, moi, quand j'arrive au Caire, jeune étudiante, je trouve les derniers qu'elle a soignés. Et donc, j'ai même le prix avec lequel on pouvait la payer. C'était 5 piastres à l'époque, l'équivalent de 50 € maintenant. Donc, c'était énorme. C'est comme ça que j'ai pu refaire un petit peu son parcours, revoir ce qu'elle... Et donc, j'étais dans l'appartement donc, où elle est morte. Et quand elle meurt, donc en 1953,
elle avait déjà aménagé une pièce en mosquée miniature dans laquelle elle priait tout le temps. Et elle ne voyait plus personne, sauf son secrétaire. Son secrétaire, c'est un, je sais pas, je crois qu'il était d'Alexandrie, un juif d'Alexandrie qu'elle a converti à l'islam. Et donc, quand elle meurt, elle lui lègue tout. Mais il n'a pas d'argent. Il va au consulat de France, il dit « C'est une grande arrière-petite-nièce de Lamartine, elle est morte, il faut me donner de quoi ?» Ils disent « Non. » Alors, donc il vend un dessin de Rodin. Et moi, j'ai l'occasion, partant d'Égypte, de voir ce dessin chez une grande famille bourgeoise qu'il avait acquis. Donc, il dit, mais alors, venez, vous savez, elle est française, prenez tout et donnez-moi un peu d'argent. Ils disent, non, on vient, on fait le tri, sinon on ne prend pas tout. Donc, il dit, ce n'est pas la peine. Et tout ça, donc, va rester dans cette famille. Et donc, moi, j'arrive pour faire ma thèse, cette famille, je tombe sur une famille complètement fondamentaliste, pour qui parler de Valentine de Saint-Point, c'est profaner sa mémoire. Ils disent, elle est morte dans la religion, c'est une sainte pour nous, donc une sainte musulmane, donc ce n'est pas la peine de l'évoquer, ça ne nous intéresse pas, la publicité que vous voulez faire. Je voudrais terminer par autre chose. Oui, parce que j'ai pas le temps. Elle m'a dit, hein, quand je te fais signe, tu ne bouges plus. Alors... Oui, je voudrais terminer par un petit couplet féministe, comme dirait l'autre. C'est que quand on essaie... Moi, j'ai essayé d'étudier l'orientalisme. Et je pense qu'il y a une façon de relire l'orientalisme à partir de l'œuvre féminine. Quand on voit toutes les voyageuses d'Orient, vous avez la thèse contraire de celle d'Édouard Saïd. C'est-à-dire l'Orient n'est pas une création de l'Occident. Quand les femmes y vont, elles n'y vont pas en conquérantes. Elles y vont avec une sincérité, une ouverture d'esprit qui fait que l'Orient n'est pas un voyage, il est une destinée, il est une courbure de vie. Et en entendant ce matin ce qui a été dit, je me suis dit qu'on peut redéfinir la mystique à travers du cheminement des femmes. C'est-à-dire, ce que j'ai compris, c'est que à chaque fois, les femmes constituent un écart par rapport à la norme. C'est comme ce qu'on dit du style. Et que, dans la mesure où jusqu'ici la norme a été fixée par les hommes et qu'elle est en train, malheureusement, on le voit, de mener au pire, le moment est peut-être venu d'adopter l'écart, c'est-à-dire la voix des femmes. Alors, je dirais, sortez les filles, c'est ce qui a été dit ce matin, sortez les filles, annoncez au monde quelque chose de nouveau, pour paraphraser Marie-Séraphine Bonnet. Et je vous remercie.